Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Catherine Zitella, je suis attachée à la direction des aînés, collègue de Madame Dechèvre, Madame Marchal et Madame Tellier, que vous avez eu l'occasion d'entendre précédemment. Pour ceux qui n'étaient pas là, en 2 mots, la direction des aînés, c'est quoi? C'est donc un des services de la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux de l'action sociale et de la santé, dont la mission principale est le contrôle et l'agrément des établissements pour personnes âgées en région wallonne. Qui dit contrôle dit normes. Donc nous avons les normes structurelles, fonctionnelles, d'encadrement, mais au-delà de toutes ces normes auxquelles les gestionnaires, enfin les établissements pour personnes âgées doivent se conformer, le législateur a souhaité depuis déjà quelques années fixer et développer des normes plus qualitatives, et notamment en exigeant au départ que les gestionnaires définissent, élaborent en tout cas et mettent en œuvre un projet de vie institutionnel. La notion de projet de vie institutionnel apparaît dans les textes wallons en 1992, mais comme simple référence. Chaque établissement doit disposer d'un projet de vie institutionnel pour favoriser l'autonomie des résidents et l'offrir confort et qualité de vie. Progressivement, on a réfléchi sur cette notion, on a voulu la définir un peu plus précisément, et donc on est arrivé en 2004 à imposer, après concertation évidemment avec le secteur et les spécialistes, à imposer 5 thèmes principaux. Donc vous avez l'accueil du résident, le séjour du résident, l'organisation des services de soins et d'hôtellerie, le travail en équipe dans un esprit pluridisciplinaire et enfin la participation des résidents à la vie de la maison de repos et de soins. Sujet donc participation des résidents à la vie de la maison de repos et de soins vers une maison de vie et de divertissement. En concertation avec Monsieur Croiset, qui est donc directeur infirmier d'une institution de soins, enfin maison de repos et de soins de plus ou moins 86 lits sur la commune de Huy, nous nous sommes posé la question donc, de cette participation active des résidents à la vie de la maison de repos. Comment encourager cette participation? Qu'est-ce qu'on attend de cette participation? Participation passive, participation active. Et là, je pense que ce sont des questions que M. Croiset se pose tous les jours, des questions auxquelles il essaye de répondre tous les jours. Et l'objectif dans cette intervention était justement de vous faire partager une expérience de terrain. Que M. Croiset, donc à qui je cède la parole, va vous présenter son expérience de vie à la maison de repos, ou l'expérience qu'il partage en tout cas avec ses résidents, mais avec les familles des résidents et aussi le personnel. Parce qu'un projet de vie institutionnel, ce n'est pas qu'un simple document, c'est vraiment un esprit, une carte d'identité de l'établissement, mais qui se constitue en équipe, avec un travail pluridisciplinaire, en concertation avec les différents acteurs de la maison de repos, le résident, la famille, le personnel, quelle que soit sa qualification, et un directeur. Donc, je lui cède la parole. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suppose que si vous vous êtes inscrits en nombre, c'est que vous avez envie d'être divertis. Et bien, ça va être le cas, puisqu'on va parler, on va essayer en tout cas de partager pendant une bonne trentaine ou quarantaine de minutes des expériences de vie. Alors, c'est évidemment une matière compliquée à aborder parce que la nomenclature qui existe est une nomenclature qui est tout à fait estimée. On fait des ateliers, on fait des activités qui sont tantôt thérapeutiques, tantôt ludiques, mais quand vous vous référez au dossier et aux différents groupes qui se sont penchés sur les animations, on en ressort toujours un peu la même chose, c'est qu'il y a vraiment une fracture entre le monde qui est resté très médicalisé et le divertissement, que j'apparente un peu au divertissement camp de vacances, Club Med, et nous allons essayer de faire ici aujourd'hui une synthèse des deux. Alors, je vais d'abord remercier Madame Zitella de m'avoir permis de parler et de partager avec vous mon expérience au niveau des maisons de repos. Donc, à titre personnel, eh bien, je suis d'abord et avant tout soignant, donc infirmier de formation. On peut dire que je suis né dans une maison de repos puisque nous exploitons dans un groupe familial des maisons depuis plus de 25 ans. Alors ça veut dire que des allers-retours dans les milieux hospitaliers, j'en ai fait.
sans faute de modestie, j'ai arpenté beaucoup les hôpitaux liégeois et même des Ardennes avec l'intérim. Et je me suis imprégné surtout dans mon domaine, c'est-à-dire la gériatrie, puisque je n'ai principalement fait que ça, de ce qu'on faisait, pas uniquement chez nous, mais ailleurs. Et le constat est toujours apparu le même, c'est oui, nos maisons sont des maisons de vie, mais il y a encore certains tabous en ce qui concerne les animations et le divertissement qui maintenant pourraient être en passe d'être brisés. Je vais être beaucoup plus explicite plus tard. Alors, la maison que je dirige pour l'instant est une maison de repos et de soins de 86 lits et plus 16 courts séjours et bientôt quelques résidences-services. Donc, on va pouvoir offrir justement tout le panel d'hébergement. Et ce qui légitime ma place dans cette maison, c'est justement les deux aspects qui me plaît d'appeler fer de lance de l'institution. C'est d'un côté, et ça je pense qu'un ensemble des acteurs du troisième âge en sont arrivés à là, c'est une qualité de nursing qui est quand même en région wallonne maintenue et très bonne. Et la deuxième chose, c'est l'animation et le divertissement. Il m'a toujours plu de me dire, je ne voudrais pas terminer mes jours dans un hôpital gériatrique déguisé, sans préjudice de ce que font certaines grosses institutions avec des couloirs, des séparations en plateau qui s'apparentent à des unités gériatriques. Je crois que l'option de camp de vacances, l'option d'un service hôtelier de qualité, l'option justement de personnaliser pas seulement le nursing, mais aussi et surtout le divertissement, est une orientation qu'il faudrait développer plus. Alors, le but de cette présentation, c'est pas de vous rabâcher les oreilles avec de la théorie, je l'ai bien dit. Je ne pourrais absolument pas tenir 10 minutes là-dessus, puisque la théorie est très maigre. Mais c'est plutôt vous témoigner l'expérience de ma maison, de certaines autres maisons de notre groupe qui vont en tout cas, même si certaines orientations sont plus thérapeutiques, dans cette folle aventure qu'est le divertissement avant tout. Voilà. Donc, on va rapidement passer sur les conséquences biologiques du vieillissement, puisque quand on rentre en maison de repos, le choix est malheureusement parfois très rapide, trop rapide, hein, puisque la majorité de nos aînés rentrent chez nous maintenant consécutivement à un séjour à l'hôpital. Eh bien, les différentes animations ont été pensées d'abord sur les conséquences biologiques du vieillissement. Capacités physiques-mentales qui déclinent avec l'âge, l'adaptation de la personne âgée et la perception des autres et son environnement. Alors, premièrement, et pour commencer à un peu déconstruire ces stéréotypes, les grands bouleversements de la perception des autres, c'est relatif absolument à tous les âges. Notre caractère s'assied d'année en année, donc fatalement, notre place au fil de notre vie change dans la société et notre reflet dans le miroir change aussi. Quand vous êtes ado, votre reflet et votre place dans la société va rapidement se modifier, jeune adulte, adulte, et puis personne sénescente. Donc, là-dessus, chaque âge a son lot de modifications. La question des capacités physiques, ben ça, on n'est pas... les gens ne sont pas égaux. Il y a des gens à 95 ans qui conduisent encore leur véhicule, et malheureusement, il y a des gens qui, atteints de certaines pathologies, se retrouvent placés en maison de repos à 40 ou 50 ans avec par exemple des scléroses ou autres types de maladies invalidantes. Donc là-dessus, personne n'est vraiment égaux. Alors la question évidemment de l'adaptation difficile au changement, ben oui, le wallon a d'abord une brique dans le ventre, hein, ça personne ne l'invente. Donc déjà le fait de quitter ses pénates est quelque chose de mal vécu en règle générale. La communautarisation forcée de la personne est aussi un défi à relever. Il faut bien se dire qu'on passe d'une vie peut-être de couple ou de veuf à un endroit où il y a 60, 70, 80 personnes maintenant selon la taille des institutions.
Donc ce passage-là est quand même quelque chose d'assez générateur de stress. Et en plus, ce qui vient en plus rendre une difficulté supplémentaire à ces adaptations, c'est qu'avec l'âge, nous avons tous une exaltation de notre propre caractère et de nos propres sensations. Ça veut dire que moi, j'ai 80 ans, c'est pas à quelqu'un de 80 ans qu'on apprend ceci ou cela ou cela, c'est pas une jeune soignante ou un jeune blanc-bec qui va me dire si, si, si. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment et qui rajoute une difficulté à trouver une place dans une institution. Alors, le point de départ évidemment de la réflexion, c'est la réalité du vécu. Donc, lors de l'entrée en institution, ces difficultés à intégrer cette fameuse vie communautaire engendrent un sentiment d'isolement qui est majoré évidemment par l'état clinique de la personne. Quelqu'un qui est tout à fait autonome, quelqu'un qui est tout à fait orienté, va peut-être présenter, sauf si évidemment son caractère est très trempé, va peut-être présenter beaucoup moins de difficultés à s'intégrer que quelqu'un qui est déjà diminué de manière ou moteur ou psychomoteur. Donc c'est quelque chose qui va devoir déjà être pris en charge. D'où évidemment l'importance chez nous de la qualité de l'accueil. La qualité de l'accueil doit d'abord être faite en fonction de l'hébergement. Le choix de l'hébergement au sein des institutions doit déjà être réfléchi en fonction de ces critères qui peuvent être pénalisants. Donc orienter les gens très bien vers des résidences-services est peut-être une idée prévue par le législateur qui, à mon sens, fonctionne et qui permet dans un deuxième temps une intégration facilitée à la vie de la maison de repos et de maison de repos et de soins qui peut être par moments justement beaucoup plus intrusive dans les timings de journée. C'est-à-dire que quand vous êtes en maison de repos et de soins, ben oui, on doit avoir déjeuné pour une certaine heure, malgré tous les efforts de personnalisation des levées ou des couchers, on a quand même cette contrainte de la communauté. Ça, c'est indéniable. Alors, l'opportunité, l'importance du choix d'hébergement et surtout la préparation et la présence du personnel dans l'accueil. Ça veut dire tout le personnel, direction, mais soignant, beaucoup de proximité, beaucoup d'humour, il faut beaucoup de compétences, beaucoup de complicité. Donc là, les formations doivent aller dans ce sens-là. Ce passage-là est terriblement délicat, beaucoup plus séquelaire qu'on ne le pense. Un mauvais accueil peut rapidement arriver à une catastrophe au niveau du placement. Ça permet aussi, si la représentation de la direction est là, mais aussi du personnel des réactivités, de pouvoir rapidement déculpabiliser les familles, les mettre en confiance, les intégrer aussi au processus de l'accueil. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument être fait, qui permettront plus tard des visites beaucoup plus sereines et une intégration beaucoup plus facilitée. Alors, les carences ici qui sont exprimées et reprochées trop souvent à nos maisons de repos, c'est évidemment, une fois placées, et on entre dans le vif du sujet, la passivité, l'ennui, les problèmes parfois architecturaux, de longs couloirs, comme j'en ai parlé en introduction, qui sont un peu trop souvent aseptisés parce que liés aussi à certaines normes d'hygiène. Donc on doit construire large, on doit construire long, on doit construire avec des empattements assez un peu plus impersonnels. L'environnement social aussi peut être tout d'un coup brisé. Bon nombre de maisons refusent les animaux de compagnie, voilà, par exemple. Ou bien parfois même les meubles sont mis à l'écart parce qu'il faut garder une certaine cohérence dans l'ameublement des maisons. Donc sur ce point-là, nous favorisons l'inverse. Toutes les chambres sont totalement, je vais dire, déconstructibles. On peut y mettre ce qu'on veut, du moment qu'on ne défonce pas les murs, évidemment. Les animaux domestiques sont intégrés tant qu'ils sont pris en charge de manière correcte par la famille, par la résidente si possible. Et on essaye de favoriser aussi le brassage des cultures, on essaye de
recréer certaines associations même au sein de nos maisons. Par exemple, on a fait un comité de participation qui est intégralement constitué de familles des résidents et qui ont un statut tout à fait à part et qui peuvent proposer encore plus de divertissement, de sorties plus coûteuses, puisque des tombolas et autres choses sont organisées. Alors, on reparle de cette fameuse vie en collectivité et de ce fameux défi que notre société impose. Ben oui, déresponsabiliser et démobiliser ceux à qui on l'impose, c'est une réalité de terrain. Si vous reculez en arrière, il y a peut-être 25, 50 ans d'ici, la question ne se posait pas. La société a évolué. Les gens pouvaient se contenter d'un salaire, les grands-parents vivaient chez les enfants. Assez rapidement, d'ailleurs, la Belgique a connu, je crois, en une ou deux générations, un bouleversement social, puisque les couples doivent travailler temps plein pour essayer, je vais dire, de maintenir une certaine qualité de vie. Et les aînés, c'est difficile de devoir les garder chez soi. On vit plus vieux, on vit mieux, mais ça veut dire aussi que certaines pathologies liées, je vais dire, à une sénescence normale, mais à une sénilité, je vais dire, entraînée par le vieillissement cellulaire, fait que, eh bien, oui, certains handicaps de vie apparaissent et le fait de pallier ces handicaps peut devenir très onéreux à domicile. Il s'agit donc bien d'une réalité de terrain. Alors, le projet de vie en lui-même, justement pour faciliter ces adaptations, brasse énormément chez nous les activités qui peuvent maintenir une activité sociale aiguë. Alors, sur papier, c'est bien joli, évidemment, et c'est bienveillant. Maintenant, c'est ici que la donne peut être changée pour quitter le stéréotype des maisons de repos, c'est-à-dire les activités classiques. On parle de petits jeux, bingo. Vous voyez, quand vous regardez une émission sur les maisons de repos, on voit vite le Scrabble, le bingo, cette ambiance un peu artificielle qui existe par moment. Il est grand temps maintenant de déconstruire ce cliché et de proposer justement de l'animation et du divertissement au sens premier du terme. Donc ça, c'était un clin d'œil à l'intergénérationnel qu'on a commencé avec des enfants. J'y reviendrai plus tard. Alors, ça, c'est un petit peu de théorie qu'on peut voir rapidement ensemble. Comment se définit l'animation? Voilà, vous voyez que l'animation élabore des contextes et des prétextes d'une relation avec l'autre. Donc on parle énormément de relations, d'échanges. Je vous laisse en même temps parcourir le slide. On voit que dans animation, on parle d'anima, d'âme, d'esprit, l'âme de nos maisons, et donner un sens à la vie et un sens de proposition, un sens de personnalisation. Ces définitions, quoique bateau et très académiques, convergent bien évidemment vers l'essentiel. Le véritable fondement de la vie en société, c'est la relation, l'échange. L'existence sociale même d'un individu est évidemment étroitement liée à l'harmonie de ses relations. L'animation générant ces relations et ces échanges, il faut me suivre, elle devient donc essentielle à la vie de nos résidents et donne un véritable sens à nos interventions. Donc, par définition, l'animation, comme évidemment la qualité de soins, mais l'animation est le deuxième point, pilier essentiel des activités en maison de repos. Alors, on poursuit des objectifs. Je vais essayer d'être très synthétique. Chacune de nos animations va toucher toute la vie de la maison de repos. Maintenant, à différents stades, à différents endroits. Le premier endroit, on parle
au micro, c'est au niveau de la personne. Alors, ces activités vont évidemment tendre à maintenir de l'autonomie. Ça, c'est les fameux AVQ que vous connaissez tous, qui sont classiques, mais qui sont quand même incontournables. Lutter contre l'isolement et le repli sur soi, évidemment généré par le fait d'être en groupe, ça tombe sous le sens aussi. Et la confiance dans la possibilité de la personne et le maintien d'une image positive de soi, c'est sans doute le point le plus important. Sachant que maintenir une place au sein d'un groupe, c'est maintenir une existence sociale. Perdre cette place, c'est perdre tous liens sociaux, ça entraîne un glissement immanquable vers des situations qui se complexifient chez nous. Alors, pour un peu illustrer le type d'activité qu'on peut proposer, ici je vais rapidement survoler avec vous le tableau. Ce sont tous les objectifs et complémentaires et opérationnels dont, on va dire, la majorité des activités, qu'elles soient ludiques ou thérapeutiques, ont comme but. Donc vous avez des activités qui maintiennent de l'autonomie physique. On peut penser à des sessions de vélo ergonomique avec une ergothérapeute ou un kiné. Vous avez aussi ce même type d'activité, mais autour d'une activité culinaire, préparation de repas et dégustation sur place. Vous avez aussi évidemment ce même genre d'activité, mais fait en famille. Donc il est fréquent chez nous d'avoir l'une ou l'autre connaissances des résidents qui viennent participer gracieusement aux activités et ainsi gonfler le groupe. C'est pas moi. Nous avons aussi évidemment toutes les activités de maintien intellectuel, quand on peut encore le faire, et je vous passe le reste des activités classiques, spirituelles et compagnie, parce que ce n'est pas le plus important. Au niveau de l'équipe, évidemment, ces activités génèrent tout de suite une autre vision de la maison de repos, puisqu'on sort du quotidien médicalisé et qu'on rentre dans un quotidien vivant. Une bonne odeur de bacon le matin est tout de suite synonyme de vie qu'une odeur d'isobétadine ou d'autre chose. Normal. La prise en charge du résident est elle-même aussi facilitée par la décontraction que génère ce type d'activité matinale, par exemple. Je prends ici l'exemple des petits déjeuners un peu continentaux qu'on propose par moment. Donc le résident arrive en peignoir dans la salle de séjour. Et là, on commence devant lui à préparer des œufs, bacon, saucisses. Tout ça en roulement, en plus petit comité, pour ne pas non plus transformer cette activité et la banaliser. Donc vous avez là un repas collectif, mais dans lequel le résident peut, avec l'aide de la personne qui prend en charge l'activité, portionner, cuire, choisir. On rentre là tout de suite évidemment dans une dynamique d'échange autour de ce repas qui génère un sentiment de bien-être absolu, je vous le confirme. Au niveau maintenant de l'institution même, en plus de bonifier le cadre de vie, en plus de donner une image, on va dire, positive et marketing de la maison, il faut bien se dire que faire ce type d'activité demande énormément de moyens. Les moyens qui sont malheureusement, et ça, ce n'est pas Madame Zitella qui me dira le contraire, pas toujours envisagés dans une composante de financement. Par le passé, l'aspect médical a été énormément, et ça heureusement très bien, mais énormément financé, alors que tout l'aspect ludique pur a été un petit peu écarté.
on commence à voir maintenant l'introduction d'équivalents temps plein sociaux. D'ailleurs, on vient d'en avoir une nouvelle campagne d'ouverture, chose qui tend à prouver que la direction des aînés a bien perçu depuis un certain temps l'importance capitale du divertissement en maison de repos. Maintenant, c'est une activité qui demande énormément de motivation, qui lève évidemment pas mal de temps aussi au niveau des collaborateurs, et qu'il faut, pour espérer qu'elle dure dans le temps, motiver et reprendre continuellement. Il faut bien vous dire aussi que certaines parties des activités sont financées sur fonds propres, ça c'est clair. Quand vous prenez du matériel, quand vous faites des repas un peu extraordinaires, bien oui, les directions doivent quand même se dire à un moment donné, on doit sortir du carcan du food cost et aller vers vraiment du financement de fonds propres. Sans ça, ce n'est pas possible actuellement. Il faut aussi savoir débusquer les talents. Être animateur n'est pas donné à tout le monde. Les différentes formations, que ce soit fréquemment personnel de réactivation, je pense aux ergothérapeutes, aux logopèdes, ont des modules, mais le savoir-être que demande l'animation pour le troisième âge dépasse énormément le cadre de la formation. Donc, lorsque nous débusquons des gens qui ont cette sensibilité, ce supplément d'humanité, eh bien, il faut savoir les garder, il faut savoir les gratifier. A contrario, il ne faut pas non plus imposer. Trop longtemps, on a vu dans certains établissements des heures allouées, va faire du social. Moi, je me rappelle, quand j'étais stagiaire, on me disait, il y a une heure, va faire du social. Alors, qu'est-ce que faire du social? C'était aller s'asseoir à côté d'une personne, motivée, pas motivée, mais imposée. Ça ne fonctionne pas. C'est à prescrire. Un exemple, c'est quand vous faites une fête des anniversaires et que vous avez un animateur. Si vous mettez beaucoup de membres de personnel et que vous observez parfois, certaines naturellement font danser les gens, mais d'autres restent en groupe de soignants. C'est pas à blâmer, c'est humain, mais ça veut dire que des gens sont faits et d'autres personnes sont peut-être moins, en tout cas n'ont moins cette fibre cette fibre sociale, cette envie d'aller plus loin dans la prise en charge de nos aînés. C'est pas à blâmer, sans doute d'excellents soignants en termes de qualité de nursing, mais comme je vous ai dit dès le début, le nursing est une chose, l'activité sociale est une autre. Et il y a des gens qui arrivent à mêler les deux arts de manière extraordinaire. Il y a des gens qui sont plus cantonnés, d'un côté ou de l'autre. Donc il faut trouver, débusquer et faire en sorte d'harmoniser les équipes. Alors, l'animation doit évidemment rester un plaisir avant tout. Donc l'importance de cibler les animations, de les préparer, évidemment, ça n'improvise pas. Des brainstorming sont parfois nécessaires. Des moyens sont parfois à mettre en œuvre. Plébisciter certaines personnes, parfois plébisciter certaines autorités publiques. Je pense dans une commune, sensibiliser la commune au troisième âge. Ils sont souvent demandeurs, mais parfois peu ou pas stimulés. Motiver. On garde toujours cette question de motivation. Garder ce plaisir et pas cette imposition. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment percevoir avant d'imposer à des équipes de faire des animations. Alors évidemment, dans chacune de nos institutions, on a toujours des gens qui sont réfractaires, qui veulent rester cantonnés dans leur chambre. Et bien là, c'est la même chose. Il faut aussi
savoir accepter que des gens ne veulent peut-être pas participer. Il faut pouvoir accepter que certains ou certaines sont casaniers, l'ont toujours été. C'est un peu du bonheur à la carte. On essaye, mais on ne contraint pas. Face à la démence, l'animation reste aussi un domaine obscur. Obscur parce que on a envie de faire participer une personne désorientée. Je parle très désorienté, hein, je ne parle pas de candidats au Cantou légers qui savent encore participer à beaucoup d'activités de la vie quotidienne et qui comprennent encore les injonctions des gens, mais je parle vraiment de la désorientation profonde, de stade 5, 6, 7, par exemple de la maladie d'Alzheimer. À ce moment-là, encore et toujours, moyen de maintenir une vie sociale, ne fût-ce que parfois même par simplement une présence. Donc faire une activité entourée de personnes désorientées leur permettent d'entendre des bruits et de ne pas se retrouver isolés dans une chambre ou dans un couloir parfois, enfermé dans un fauteuil multiposition. Je sais que c'est très cliché, mais ce sont des choses qui arrivent encore. Donc toujours cette existence sociale, parce que dans l'activité, et c'est sans doute la plus difficile à gérer, dans les activités de personnes fortement désorientées, on se retrouve devant une hétéro-évaluation de la qualité de l'activité. Ça veut dire qu'on estime sans doute que ça doit fonctionner. Mettre sa main dans une boîte avec de l'aluminium dans un atelier de sens, bon, ça a du sens, certainement pour les personnes qui le font, mais comment peut-on réellement monitoriser ou benchmarker ce type d'activité? C'est des choses qui sont difficiles, des choses qui sont certes sans doute ludiques, mais ça reste de la supposition. Dans ces cas-là, les activités de bien-être, comme les massages, sont, à mon sens, beaucoup plus bénéfiques, car avec des mains expertes, certaines personnes arrivent à réellement se détendre. Donc là, à défaut sans doute, on va dire, de ludique, on est dans le relax, ce qui n'est pas mal non plus. Donc l'adaptation, toujours adapter ces activités. Pour les personnes désorientées, le rythme aussi. Hein, eh bien, quand on a 20 ou 25 résidents autour de nous, c'est très difficile de se dire une telle dame comprend un jeu de mots, l'autre peut-être pas du tout. Un monsieur va être un petit peu plus fin, peut-être qu'une autre non plus. Donc ça, c'est aussi, ça demande énormément de compétences de la part des animateurs, puisqu'ils doivent pouvoir rythmer cette activité en fonction des gens. Ça nécessite beaucoup de dextérité. Il faut aussi essayer le mélange dans ces cas-là. Pas toujours se dire on va faire une activité uniquement avec des personnes orientées ou uniquement avec des personnes désorientées. Le mélange fonctionne. Petite digression d'ailleurs sur les cantous, les fameux cantous avec S ou sans S. Hein. Donc vous savez comme moi que les cantous, le cantou est une marque française déposée et un concept déposé qui s'adresse quand même dans leur état d'esprit à des gens qui parviennent encore à faire certains actes de la vie quotidienne. Maintenant, historiquement, certains établissements ont été obligés de sécuriser des endroits et de rassembler des gens relativement désorientés, voire même terriblement désorientés. Alors c'est une logique de sécurité, c'est une logique aussi de prise en charge. Maintenant, au niveau purement animation et purement social, c'est un choix qui est parfois contestable. Disons que là, on est certain d'une prise en charge optimale, on va dire alimentation, soins de qualité. Maintenant, dans un espace où à un questionnement et des propos confus, une réponse confuse arrive, ben, voilà, il y a quand même un nivellement par le bas qui se fait. Donc, chez moi, j'ai essayé d'ailleurs, je n'ai pas eu le choix de départ, puisque je n'avais pas historiquement la possibilité de vraiment sécuriser un endroit. J'ai pris le pari d'accepter tout type
de profils cliniques, qu'ils soient des plus autonomes ou plus désorientés, mais en les mettant ensemble. Alors ça demande évidemment parfois de jongler, c'est-à-dire bon, ben de se dire tiens, à côté de cette chambre-là, j'ai une dame comme ceci, je vais mettre quelqu'un comme ça. Ça demande beaucoup aussi d'accompagnement parfois au niveau des repas, ben, ça peut dégénérer. On essaie quand même de cloisonner les repas pour qu'ils soient pris en charge, je veux dire, par des professionnels au niveau des déglutitions. Mais force est de constater que ça génère quand même des binômes inattendus. Ça rend du sens à certaines personnes qui s'occupent à temps plein la journée des personnes désorientées. Et c'est quelque chose que j'ai commencé il y a pratiquement 7 ans ou 7-8 ans et que je n'ai jamais abandonné. Je viens d'ouvrir une extension dans laquelle j'avais prévu vraiment de cloisonner, de me dire allez, je vais me formater dans ce moule architectural de fermer un côté. Ben, je n'ai pas su le faire. Je n'ai pas su le faire parce que il y a aussi la question sociale de présenter à mes résidents et à mes familles de résidents des endroits trop aseptisés, trop médicalisés. Je profite donc pour rebondir sur la famille, puisque quand je parle de mes clients, je parle évidemment au sens large. On fait en sorte, chez nous en tout cas, de favoriser au maximum l'implication des familles par l'accueil. Donc là, on demande qu'ils soient systématiquement là. Les visites fréquentes, les voyages, les restaurants. Donc là, les familles viennent au restaurant avec leurs aînés. Donc cette sollicitation leur permet d'un côté de nous connaître et d'avoir confiance. C'est une relation qui doit être basée sur la confiance. Je dis toujours que s'ils ne me font pas confiance, si je n'ai pas confiance, je ne travaille pas. Voilà, c'est ferme et définitif, dans le sens où on ne travaille pas avec des briques, mais on prend en charge des gens, et si nos interlocuteurs ne voient pas de la bienveillance, ils doivent tourner les talons. Donc ça, voilà, là-dessus, être intransigeant sur une relation qui doit être sans tabou, mais nos bureaux sont toujours ouverts, il n'y a pas vraiment d'heure, il y a pas, les directions sont joignables, on va dire pratiquement 24 heures sur 24 quand c'est grave, mais dans la journée, mon bureau, en tout cas, qui est un véritable moulin, est ouvert tout le temps. Donc là, il doit y avoir en toute décontraction, une relation directe. Maintenant, au niveau des activités, puisque on peut revenir à ce point important. Nous avons évidemment des activités de soins de l'apparence. Bon, tout ce qui est coiffure, soins des mains, exercice physique, c'est l'apanage on va dire, des soignants qui se sont parfois improvisés esthéticiens ou esthéticiennes, mais aussi des kinés et des logo- et ergothérapeutes. Nous avons évidemment tous les ateliers qui sont des ateliers qui sont, je veux dire, réfléchis en fonction de la population à laquelle ils se destinent. Et nous avons évidemment, dans le même genre d'idée, des ateliers de décoration, puisque l'ensemble des résidents, on va dire, participent à la décoration saisonnière de la maison. Alors, les jeux et les sorties sont aussi de la partie avec les jeux classiques et les jeux moins classiques, puisque tous les nouveaux jeux, je veux dire, un peu plus contemporains sont aussi sortis, expliqués et durant des après-midi pris en charge par le personnel de réactivation. Alors, ici, je vous ai redressé un petit panneau, une petite liste non exhaustive de ce qu'on fait chez nous. Donc, toutes les gyms douces, mais aussi des gyms un peu plus thérapeutiques, avec des exercices anti-chute, avec des entretiens respiratoires avec les kinés. Alors, évidemment, de la gymnastique du cognito, avec des jeux remue-ménage, des lectures,
Nous faisons un journal mensuel assez fourni, qui ne se résume pas à une page à 4, mais à un journal d'une bonne quinzaine à vingtaine de pages couleur. Nous sortons énormément. Chaque site possède des minibus et nous faisons des virées au restaurant, des sorties aux brasseries, toujours aussi dans le but de rencontrer tous les acteurs locaux autour des maisons de repos. Nous avons créé une salle de spectacle que nous allons bientôt inaugurer avec un grand écran en accent et un accès ascenseur pour pouvoir refaire des ciné-clubs, mais dans la meilleure des façons. Des sorties au marché, bien sûr. Alors, les ateliers culinaires sont évidemment quelque chose qui fonctionne énormément et à ce propos, nous avons créé plusieurs cuisines déportées, tout à fait isolées, pour évidemment répondre aux règles HACCP. Donc, dans ces cuisines, on peut facilement préparer un menu complet de A à Z et une dégustation en rotation avec, sur un mois, le quasi ensemble de nos résidents. Donc la feuille de chou, c'est le journal, le conseil des résidents et le groupe papote au niveau des organisations. Là, ici, c'est un exemple de la feuille de chou. Donc, vous voyez, ici, vous avez la page de garde. Vous avez la rédaction par certains résidents du contenu, des contenus parfois historiques, parfois de l'humour, et alors des photos d'activités. Donc, pris ici, on peut voir le panel de choix est évidemment large. Alors, je vais quand même synthétiser ce qu'est un conseil des résidents. Donc, c'est l'expression tous les 3 mois de l'ensemble des... on essaie de prendre tous les 3 mois un échantillon large de notre population et ils ont carte blanche pour un petit peu nous dire ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. Et la majorité de ces conseils sont évidemment liés à la cuisine, toujours, qui peut toujours être améliorée, mais qui est un des sujets de prédilection, et aussi justement à cette proposition de nouvelles activités et à faire l'agenda. Le groupe papote, c'est toujours dans les après-midi. Voilà, on s'est dit, quand nous, jeunes adultes, nous sortons, nous aimons aller boire un verre, ne fût-ce que pour discuter. Et nous recréons rapidement dans certains salons que nous avons imaginés partout, donc ces fameux lieux de vie, mais qui prennent un vrai sens, puisque maintenant les gens s'y installent même à des heures parfois inhabituelles, ne fût-ce que pour discuter. Donc une micro-ville s'installe finalement sur nos sites. Là, vous voyez ici, l'apéritif, ça marche évidemment toujours, et ça génère beaucoup de rire. Bon, j'ai pas dit non plus qu'on leur mette une biture tous les jours, hein. Mais on ne limite pas, les boissons alcoolisées à un verre le week-end. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'aborder l'aspect médical en dehors des vraies contraintes diabétiques profondes ou d'interactions médicamenteuses. Je veux dire, la consommation d'alcool est tout à fait autorisée et tout à fait mesurée chez nous. Alors, je vais d'abord, avant de conclure, céder la parole à Mme Juprel au sujet de ces activités thérapeutiques qu'elle fait dans une autre maison de notre groupe. Voilà, parce que en dehors du ludique, les activités thérapeutiques existent bel et bien et donnent de très bons résultats. Voilà. Alors bonjour à tout le monde. Donc moi je suis assistante sociale et je travaille à la résidence Quentin sur Liège. Alors aussi comme à la résidence Les Floricots et aux Fougères, donc du groupe Serena, nous organisons donc des activités thérapeutiques qui ont pour but, je vais dire, d'apporter autre chose que du ludique. Et donc, je vais vous donner un exemple d'activité que nous organisons. Donc, c'est une activité qui s'appelle Conte oublié. Donc, le but n'est pas du tout d'infantiliser la personne âgée dans ce cadre-là, même si en parlant de conte, on pourrait croire que c'est un peu infantilisant. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, le but est
réunir plusieurs personnes. Donc généralement, nous organisons, donc il y a un animateur pour entre 8 et 10 résidents, désorientés ou non. Le but est donc on sélectionne des contes auparavant et la lecture se fait de manière conviviale. Donc on sert une petite tasse de café, on sert un petit bonbon, donc voilà. On raconte le conte et ensuite on discute de ce qui a été raconté dans le conte. Donc généralement on a des valeurs, donc la tolérance, on a l'amour, on a même parlé plusieurs fois de la mort, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. Et alors, souvent, les langues se délient durant ces activités. Et le constat est de voir donc, que les résidents apprécient énormément et qu'ils soient désorientés ou non, font ressortir et ressentir beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment très valorisant pour eux. Je pense que ça l'est pour nous aussi de l'autre côté en tant qu'animateurs. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien chez nous à la résidence Quentin. On a d'autres activités thérapeutiques qui se passent aussi avec des chiens. Donc, on a des chiens qui viennent à la maison de repos, qui passent dans les chambres des résidents. Ça se passe également d'un point de vue groupe. Donc, les résidents apprécient le contact avec les animaux, parce que les animaux ne sont pas autorisés chez nous à la résidence Quentin, mais ils apprécient énormément le contact avec les animaux. Ils peuvent les brosser, les promener, et il y a d'autres liens qui se passent. Voilà, ça c'est un petit peu l'exemple d'activités thérapeutiques que nous réalisons au sein de notre maison de repos. Alors, avant les questions-réponses, je vais conclure très brièvement. Voilà, chaque maison de repos, et c'est ce qui fait évidemment la force de nos institutions, et je dis de nos institutions, je m'adresse à tous les gestionnaires, directeurs et tous les collaborateurs des maisons de repos. Ce qui fait la force de nos institutions, c'est ce supplément d'humanité, cette envie de dépasser la prise en charge classique du nursing, de démédicaliser nos institutions. Et quand on peut, quand on visite, je pense, une majeure partie des institutions wallonnes, on se rend compte qu'en dehors du nursing, la majeure partie du temps, les acteurs sont terriblement humains. Et c'est ce supplément d'humanité qui fait évidemment toute la différence. Et parfois, les animations peuvent se réduire dans des petites institutions au passage de la secrétaire, de la directrice qui visite, ne fût-ce que ça, parvient déjà à générer ces échanges et à générer ce supplément d'humanité. Alors, c'est vrai que les dernières années ont vu des groupes arriver sur le marché, des maisons gonflées, des sites se restructurer, devenir des mastodontes de soins. Alors, il y a évidemment énormément de positifs là-dedans, puisque des moyens nouveaux sont arrivés. Au niveau, encore une fois, médical, on a vu des baignoires médicalisées qui montent et qui descendent se multiplier. Si vous voyez ce que je veux dire, Mme Zitella. C'est une chose. Mais néanmoins cette mise en commun de certaines maisons de repos, parce que c'est un sujet qui a été un peu décrié, surtout par la presse et surtout par la télévision, parce qu'on a visité parfois des établissements, enfin je ne sais pas d'où, et on a pris un peu les gens à revers. Je trouve que ce n'était pas très logique. Il me plaisait un peu de parler de ça. C'est de dire qu'il y a quand même eu aussi une belle augmentation de la qualité du matériel, mais de la qualité aussi des moyens mis en œuvre dans la prise en charge des gens. J'en veux pour compte du nombre très éclectique de castes sociales dans la maison de repos et de membres de personnel qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans. Je veux dire, je viens par exemple d'engager une logopède. Il y a ici 5 ou 6 ans, on ne l'aurait jamais fait parce qu'il n'y avait pas de nécessité et on avait moins de moyens non plus. Donc les requalifications en ligne, mais aussi le fait d'avoir pu s'agrandir ont permis d'autres choses. Ça a permis aussi, au niveau des activités et des animations, d'avoir des espaces beaucoup plus grands
et de pouvoir justement créer des tas de microcosmes au sein même des institutions. Donc le fait de grossir n'est pas toujours synonyme, je vais dire, de briser l'aspect familial des maisons de repos. Parce que l'aspect familial des maisons de repos est quand même quelque chose qui doit perdurer, même perdurer dans des grosses structures. Sans ça, il ne restera plus qu'à notre génération de s'hospitaliser finalement pour terminer sa vie. Voilà. Je vous remercie et je suis disponible pour des questions éventuelles. Merci. Donc voilà, comme on a encore un peu de temps, soit vous avez des questions auxquelles on tentera de répondre, soit alors de toute façon on est disponible donc au stand SPW ici à 2 pas, et donc on se retrouve tous là si vous voulez pour un entretien plus convivial. Mais voilà, si vous avez des questions là maintenant, si on sait y répondre, on y répond. Si on ne sait pas, ça nous met mal, mais enfin bon. Voilà. Vous n'avez pas de son? Mais c'est qu'on ne peut pas, alors, votre question. Voilà, m'entendez? C'est beaucoup plus près. Moi, je voudrais ne pas poser une question parce que je suis le papa de l'intervenant. Donc, tout ce qu'il a dit, je le connaissais. Je coupe. Je le connaissais, mais simplement dire, sans en rajouter du tout, que en matière d'animation, il ne faut pas beaucoup de sous. Il ne faut pas vraiment dépenser beaucoup d'argent. On peut faire ça avec des bouts de chandelle et on peut faire des animations énormes, fascinantes, avec 2 fois rien. Il faut y penser. Il y a environ 30 ans, puisque ma maison de repos est à côté de l'Opéra de Liège, j'avais été sollicité avec culot, parce que je ne le connaissais pas, Monsieur Damblon, vous avez peut-être connu de renom, Maurice Damblot, je crois, qui maintenant a disparu, qui était directeur de l'Opéra, et je lui avais dit, venez voir dans la maison de repos, venez voir mes personnes démentes, et je lui ai expliqué à ce moment-là qu'il y avait un intérêt à ce que ces personnes-là participent aux avant-premières de l'opéra. Après discussion, il avait pris la décision culottée de nous octroyer 25 places qui sont toujours là, qui sont toujours actives, 25 ans après, même après la disparition de M. Damblon, gratuite. Et donc nous pouvons offrir aux pensionnaires le faste de l'opéra, les répétitions, mais bon enfant, parce que dans les avant-premières, on s'arrête, parfois on discute, parfois, quand il y a des grèves, les chanteurs ne chantent pas, ils font les gestes, alors nos désorientés sont encore plus désorientés, ça c'est arrivé, mais c'est rare, ils peuvent s'exprimer et dire ah il pleut, ou personne ne rit, quoi. Donc personne ne fait l'esclandre, et je crois que pour eux c'est un bénéfice énorme. Donc voilà un petit truc qui n'a rien coûté pendant 25 ans et qui est encore maintenant très suivi par les familles, par les personnes orientées bien sûr, et par bon nombre de personnes désorientées. Alors, deuxième petit point, deuxième petite animation, ce qui a le plus de succès dans nos maisons de repos, moi je passe comme gérant ou gestionnaire et je les vois faire, donc je suis toujours étonné du succès qu'a le football de table. Ça a l'air idiot, mais ils sont 40 autour de la table, on a réuni toutes les tables, il se passe une balle en mousse. Mais alors c'est des cris de joie, c'est des compétitions, tout le monde participe, même les plus désorientés, les plus profonds, et c'est une heure de bonheur. Ça coûte un ballon en mousse. Dernière petite chose, on peut aussi, pour continuer dans le culot, en rajouter et essayer d'organiser et de solliciter les gens qui organisent des choses pour les adultes ou pour les enfants. Parce que bien souvent, on l'oublie, mais certaines activités pour enfants, les déments sont partie prenante pour d'autres raisons, mais elles sont bien adaptées aux démentes. Mais ils n'y vont pas. Exemple, hier ou avant-hier, je ne sais plus, on est allé manger avec notre banquier, qui nous l'a offert, dans un soccer club de Sclessin, qui vient d'ouvrir ses portes, donc il a financé la transformation du tennis du Standard,
dans le bas de Sclessin, près du Standard, et on y a fait là 3 terrains de foot, des terrains de foot, mini-foot, pour adultes à l'origine. Donc c'est de l'épais gazon, il y a des marquages, il y a des buts, il y a des filets, sécurité absolue. Et donc je lui ai dit hier en sortant, c'est amusant parce que je me demande ce que feraient mes démons, encore mobiles en tout cas, sur le terrain de foot avec des chaussures de foot, à 3 ou à 6, 3 contre 3, avec le ballon, le but, les marquages au sol, parce qu'il y en avait bien sûr férus de football là-dedans, qui n'en parlent même plus. Qu'est-ce qu'il ferait sur ces petits terrains-là? Et donc je lui ai dit, ben, je viendrai essayer une équipe de 3 démons contre 3 démons, et on verra ce que ça donnera sur vos petits terrains de foot. Pourquoi pas? Ben, le monsieur Nicaise en question, qui est connu peut-être par vous, mais qui est assez connu, n'est pas du tout négatif, et je suis persuadé qu'il nous laissera gratuitement essayer ces terrains avec les démons. Ben voilà. C'était un petit clin d'œil, mais on peut multiplier ça comme on veut, pas toujours coûteux. Voilà, c'est pas coûteux. C'est vrai qu'on n'a pas de subsides pour ça. C'est vrai qu'il ne faut pas beaucoup de subsides pour ça. Voilà. Merci. Voilà. D'autres questions, d'autres interventions, des partages d'expériences sur l'animation? Voilà. Merci de nous avoir écoutés et donc on est dispo un peu plus loin.